Mesdames et messieurs, chère audience, bonjour et bienvenue au stand de l'Académie Hassan II des sciences et techniques. En marge de la participation de l'Académie Hassan II des sciences et techniques à la 29e édition du Salon international de l'édition et du livre, et partie de notre programme scientifique pour cette édition, nous accueillons aujourd'hui professeur Lalla Abtissem Drissi, qui va nous présenter une conférence autour de la thématique des nanotechnologies au service des énergies vertes. Si vous le permettez, je vais faire une brève présentation du professeur Drissi, qui est membre résident de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, et professeur d'enseignement supérieur à la faculté des sciences de Rabat. Les domaines d'intérêt et de spécialité du professeur Drissi sont les nanostructures à basse dimension pour l'énergie verte, la physique médicale et les matériaux émergents, entre autres disciplines. Et les chefs du laboratoire Moroccan Fallen Walls Laboratory et les présidents du réseau africain pour les matériaux bidimensionnels avancés pour la nanotechnologie regroupant 13 pays africains. Professeur Lalla Abtissem Drissi était élue gardienne des sciences et lauréate du prix de recherche George Forster. Elle est également auteure de 140 articles dans des revues internationales et auteure de 2 ouvrages spécialisés et de 4 chapitres de livres spécialisés. Sans plus tarder, je cède la parole au professeur Lalla Abtissem Drissi. Donc, merci beaucoup pour cette introduction. Bon. Alors voilà, donc aujourd'hui, tout d'abord, bienvenue à tous au stand de l'Académie Hassan II des sciences et techniques. Et ça fait un plaisir de vous recevoir ici et de partager avec vous une thématique que nous entraînons au sein de notre groupe de recherche, qui est les nanotechnologies au service des énergies vertes. Donc avant ça, permettez-moi juste de vous dire que le stand ici, il y aura chaque jour, bien sûr, des présentations à 16 heures, qui seront présentées par les différents membres des différents collèges de l'Académie Hassan II des sciences et techniques. Et que le samedi, il y aura une présentation plénière du monsieur le secrétaire perpétuel qui va présenter l'Académie, ses missions et ses collèges et ses institutions. Voilà, donc je commence par ma présentation que j'ai intitulée « Nanotechnologie au service des énergies vertes ». Alors la première chose que vous pouvez constater à partir de ce titre, c'est qu'il y a 2 blocs importants. Le premier, c'est nanotechnologie, le second, c'est énergie verte. Alors je vais essayer de détailler chacun des 2 blocs à part, et puis je vais voir comment les combiner à la fin de cette présentation. Je commence tout d'abord par le premier bloc qui est nanotechnologie. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a le nano et les technologies. Tout le monde ici sait c'est quoi les technologies. D'ailleurs, nous avons tous des téléphones portables, des ordinateurs portables, des écrans, des caméras. Donc, tout ce qui nous entoure, ce sont des technologies de pointe. Donc, ça veut dire que nous avons affaire aux technologies. Mais qu'est-ce que le terme nano, au début, ajoutera à ces technologies-là? Donc, l'objectif, comme ça, de dire c'est quoi nanotechnologie. Alors, je commencerai par... D'accord, c'est bon, je descends. D'accord. Alors, je commence par l'échelle nano. Donc là, vous avez l'image d'une personnalité. Bon, c'est un physicien théoricien canadien auquel je vais revenir plus tard. Et c'est juste pour vous montrer que les nanos, à notre échelle à nous, pour que nous puissions tous la visualiser ensemble ici. Alors, si je prends à l'échelle humaine, et je commence par notre hauteur. Nous avons tous besoin, quand on vous demande combien vous mesurez, vous allez dire 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m. Donc nous avons besoin d'un mètre pour pouvoir mesurer notre hauteur. Mais une fois qu'on commence à regarder les petits membres de notre corps, par exemple, si je prends la main, alors que ce soit d'un enfant ou que ce soit d'un adulte, alors là, on a besoin bien sûr d'aller au-dessous du mètre en passant par le centimètre. Mais si je vais au-delà, toujours dans le corps humain, si je vais par exemple vers les cheveux. Alors le cheveu, ça peut mesurer une longueur quelconque, mais concernant l'épaisseur d'un cheveu, c'est toujours bien sûr l'ordre, comme vous pouvez le voir ici, aux alentours de 150. Bon, ça dépend de la race, ça dépend de la personne et tout. Donc il y en a des personnes, bon, de manière générale, un cheveu humain, il a une épaisseur entre 80 micromètres et 200 micromètres. Ça dépend bien sûr, comme j'ai dit, de plusieurs contraintes. Donc voilà, je commence à entrer dans le domaine du micromètre, mais toujours j'arrive à voir mon cheveu, pas de souci. Alors si je passe maintenant, par exemple, lorsqu'on se blesse, il y a le sang qui sort. Ce qu'on voit nous, c'est quelque chose, un liquide rouge. Mais
Si on va par exemple, chez le médecin, lui, il va nous prescrire des analyses. Alors, en nous prescrivant ces analyses, il va nous dire, allez dans un laboratoire biologique. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont l'équipement adéquat afin de pouvoir visualiser le contenu de ce sang. Alors, le sang, bien sûr, tout le monde le sait, il est contenu de globules rouges et ils sont de l'ordre de 10 micromètres. Donc, voilà, je commence à m'écarter encore plus et à me plonger dans le monde du micro. Puis, je passe à la protéine. La protéine, c'est une molécule dont on a tous besoin et qui existe, que ce soit les protéines animales ou les protéines végétales. Et pour les protéines, là, vous remarquez, je suis entrée déjà dans le domaine du nanomètre. Donc, une protéine, elle mesure aux alentours de 10 nanomètres. Et je termine par la chose qui nous constitue tous, qui est tout simplement l'ADN humaine. Alors, une ADN, elle peut être aussi longue possible, mais c'est une molécule et qui peut être de diamètre de l'échelle du 1 nanomètre. Donc déjà, quand on dit le nano, on imagine tout simplement l'ADN ou particulièrement le diamètre d'un ADN. Voilà, donc ça un petit peu pour l'échelle du nano, mais je peux encore donner d'autres exemples, juste à savoir, un nanomètre, ou plus particulièrement 10 puissance 9 nanomètres, c'est 1 mètre. Et 10 puissance 3 nanomètres, c'est 1 micromètre. Pour visualiser mieux, si je prends par exemple une bactérie, et je choisis une bactérie qui va avoir qui sera de l'ordre de 2,5 micromètres de longueur. Alors, pour pouvoir installer cette bactérie, par exemple, sur l'ADN qu'on vient de dire, qui est le constituant humain, je suis censée placer 1000 ADN pour que ma bactérie puisse se tenir. C'est comme si je lui installe un petit lit. Donc, il me faut 1000 ADN pour que cette bactérie puisse s'installer sur ce lit. Si je prends un autre exemple, qu'on a vu tout à l'heure, qui est tout simplement le cheveu humain. Donc, comme j'ai dit, c'est entre 80 et 150. Bon, si je choisis un cheveu humain, par exemple, qui est d'épaisseur de 100 nanomètres, alors on va voir qu'il y a un objet, ou bien un nano-objet, pour dire les termes exacts, qui est le nanotube de carbone. Et bien, ce nano-objet, il a un diamètre de 1 nanomètre. Donc, pour pouvoir avoir l'équivalent de l'épaisseur d'un cheveu humain, il me faut 100 000 nanotubes de carbone l'un à côté de l'autre. Ça veut dire pour pouvoir visualiser les nanotubes de carbone, il faut placer 100 000 afin que je puisse vraiment les voir. Ensuite, bon, mon dernier exemple, donc j'essaie d'augmenter dans l'échelle de visuel humain. Alors, le dernier exemple, c'est l'exemple d'une fourmi. Alors, nous connaissons tous une fourmi. Alors, une fourmi, elle peut avoir une longueur de 4 mm. Mais ce qui est intéressant, si je la compare à ce qu'on appelle les nanoparticules, alors une particule, par exemple, qui a un diamètre de 4 nanomètres, eh ben, il me faudra combien pour placer pour que cette fourmi puisse, si on veut dire, s'installer sur un divan de nanoparticules, eh ben, il me faut 1 million de nanoparticules, l'une à côté de l'autre, pour que je puisse installer ma fourmi. Donc voilà le monde du nano. Donc on réalise bien que le nano, c'est un monde qui est énormément, infiniment petit. Mais maintenant, la question qui se pose, ok, ça c'est le nano, mais quand est-ce qu'on peut dire ça c'est un objet nanométrique et ça ce n'est pas un objet nanométrique? Est-ce que le cheveu humain est un objet nanométrique, par exemple? Est-ce que l'ADN est un objet nanométrique? Alors, les nano-objets, je vais commencer par le volume. Nous habitons tous dans l'espace et l'espace c'est 3 dimensions. C'est X, Y, Z ou bien de manière simple dans un cube. C'est tout simplement longueur, largeur, hauteur. Si je prends cet espace et j'essaye de compresser l'une de ces dimensions de telle manière à ce qu'elle soit inférieure à 100 nanomètres, alors dans ce cas-là, tel que vous pouvez le voir ici, donc voilà, ici, alors je compresse la dimension de la hauteur. Dans ce cas-là, j'ai un objet qu'on appelle les nano-objets à 2 dimensions. Et là, les noms, il y en a plusieurs. Il y en a ce qu'on appelle les nano-feuilles, les nano-plans, bon, il y en a plusieurs appellations pour ces objets bidimensionnels. Maintenant, si je compresse 2 dimensions, c'est-à-dire par exemple la hauteur, ou bien l'axe des Z, et la longueur, je ne laisse que la largeur, alors dans ce cas-là, je suis en train de parler tout simplement d'un objet, comme vous pouvez l'imaginer, nano-objet à 1 dimension. Donc ça veut dire la dimension, elle porte tout simplement la dimension qui n'est pas nanométrique. Donc quand je dis one-dimensional nanostructure, ça veut dire c'est la 1 dimension qui n'est pas nanométrique. Donc les 2 autres, elles le sont. Quand je dis bidimensional, ça veut dire la 1 dimension, elle est nanométrique et les 2 autres ne le sont pas.
Ensuite, j'arrive à la toute petite lorsque je compresse les 3 dimensions à l'échelle nano. Dans ce cas-là, j'obtiens ce qu'on appelle une nanoparticule ou bien une boîte quantique. Donc, la question maintenant, ok, voilà, ce sont les nano-objets qui peuvent exister. Donc, c'est une question de dimension, mais il y en a d'autres classifications. Bon, moi, je choisis celle-là parce que je la trouve la plus appropriée. Et lorsqu'on parle de nano-objets, quelles sont les propriétés que peut nous apporter le monde du nano? C'est ça la question. Alors, donc, il y a de nouvelles propriétés. Deux qui sont les plus importantes, qui sont d'ailleurs 2 facteurs importants. Le premier, c'est la surface spécifique qui est très, très, très élevée. Et le deuxième, c'est l'effet de confinement quantique. Sans oublier, bien sûr, qu'il existe des matériaux qui ont une résistance mécanique énorme, tels que les nanofilaments d'acier, ou bien le nanotube de carbone, ou bien la monofeuille de graphène. Alors, pour les 2 premiers termes, j'aimerais bien les expliciter un tout petit peu plus, si je considère le premier facteur qui est la surface spécifique. Alors, je vais considérer un cube pour que vous voyez la chose mieux. Donc, ce cube, si je considère qu'il a un côté de 1 mètre, d'accord, je suis à l'échelle du mètre encore, je reviens vers le mètre. Donc, ça veut dire chaque surface, c'est 1 fois 1, c'est 1 mètre au carré. Parfait. Le cube, il contient combien de surfaces? Combien? 6 surfaces, d'accord. Donc, ça veut dire la surface spécifique du cube, c'est 6 fois 1 qui est 6 mètres carrés. On est d'accord, parfait. Maintenant, je vais diviser ce cube. Alors, je divise selon x, selon y et selon z. Donc, ce qui va me donner combien de cubes? Oui? 8 cubes, tout à fait. Donc, je vais obtenir 8 cubes. Et puis, chaque cube, il aura le côté de combien? Une distance de combien? Donc, puisqu'il y avait 1, j'ai divisé par 2, ça va être 1,5, n'est-ce pas? Donc, puisque c'est 1,5, donc chaque surface, ça va être 1,5 fois 1,5. C'est 1 sur 4. Donc, ça veut dire chaque petit cube, il aura 6 fois 1 sur 4. Et j'en ai combien? On a dit 8 cubes. Donc, ça veut dire 6 fois 1 sur 4 fois 8, qui va me donner 12 mètres carrés. Donc, vous voyez, je suis passé de 6 mètres carrés. Quand j'ai divisé à d'échelle plus petite, je suis passé à 12 mètres carrés de surface. Ensuite, je vais prendre chaque cube et le rediviser jusqu'à arriver, comme on l'a dit tout à l'heure, le mètre, ça veut dire 1 million de nanomètres, c'est 1 mètre. Donc, je vais diviser autant de fois jusqu'à arriver à mon échelle nano. À votre avis, je vais arriver à quelle surface? Ça va être des choses au kilomètre, d'accord? Et ça peut être même plus grand que tout ce stand de ce salon de livres. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la surface spécifique. Plus je divise, plus je gagne en surface spécifique. Alors, vous allez me dire, et après, vous avez gagné sur la surface spécifique, qu'est-ce que ça va ajouter? Alors, ce que ça va ajouter, c'est le fait que j'aurai plus de réactivité sur la surface parce que les atomes vont se placer énormément sur la surface de ces cubes. Et ceci va m'impliquer tout simplement que ces atomes seront très réactifs avec le monde extérieur. Et quand je dis réactivité, je dis interaction. Et donc, ça veut dire mes objets deviennent énormément importants au niveau des propriétés parce que toutes les propriétés qui vont changer du matériau qui est à l'échelle nanométrique. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est ce que j'ai dit, le confinement quantique. Alors, bon, je ne sais pas, j'espère que tout le monde sait que lorsqu'on va à l'échelle de l'infiniment petit, la mécanique classique ne marche plus. Il faut aller vers la mécanique quantique. Donc, quand j'ai mon matériau, par exemple, vous vous rappelez, le premier là, c'est tout simplement ce que j'ai appelé des nano-objets, ou bien les monocouches, ou bien les monoplans. Alors, ce matériau-là, ce qui va se passer, c'est que j'ai confiné, parce que tout à l'heure, je disais compressé, juste en question de géométrie. Mais le vrai terme, c'est que j'ai confiné une dimension. Alors, quand je confine une dimension, ce qui se passe, c'est que dans le plan, si on veut le voir comme ce plan-là, les électrons, ils sont délocalisés. Ils peuvent marcher comme ils veulent. Mais au niveau de la dimension que j'ai confinée ou que j'ai compressée, l'électron, il est piégé, il est confiné. Et donc, il a de nouvelles propriétés et je dois faire appel à la mécanique quantique pour expliquer tous les phénomènes. Voilà. Donc ça, c'est pour la une direction. La même chose si je passe, bien sûr, à un objet, je ne sais pas.
Donc la même chose si je passe à un objet de dimension, donc vous pouvez aussi le voir, ça veut dire j'aurai une dimension qui sera pour des électrons délocalisés qui peuvent vraiment circuler comme ils veulent, mais ces électrons-là, ils vont être confinés pour les deux autres dimensions et donc j'aurai ce mélange délocalisé-localisé qui crée vraiment des propriétés pertinentes. Et à la fin du compte, quand j'arrive à 3 directions, à 3 dimensions, lorsque les 3 sont confinés, lorsque les 3 sont compressés, alors dans ce cas-là, je parle, comme j'ai dit tout à l'heure, de boîte quantique et il s'agit tout simplement de tous les électrons qui sont confinés, ce qui fait la force de ces boîtes quantiques, parce que là, il faut aller vers la mécanique quantique pour pouvoir expliquer ce qui va se passer. Alors maintenant, la question, quelle est la conséquence de tout ceci? La conséquence, c'est que lorsque je suis dans des matériaux à 3 dimensions, bon, je parle maintenant, je commence à entrer le terme matériau au lieu d'objet. Alors dans un matériau, il est constitué, pour les gens qui le savent, de plusieurs atomes. Et les atomes, ce sont des électrons. Et ces électrons, lorsque je vais aller voir la structure électronique, il y a une bande de conduction et une bande de valence. Et cet électron, il peut sauter. Donc, pour un matériau bulk, il a un gap. Et le gap, il va rester toujours le même, quoi qu'il soit, les dimensions de ce matériau. Mais lorsque je passe à la partie, comment dirais-je, lorsque je réduis la dimension vers l'infiniment petit ou bien vers le nano, ce qui se passe, c'est que ce gap, il va dépendre de la dimension de mon objet. Autrement dit, parce que déjà l'énergie, comme j'ai dit, je fais maintenant appel à la mécanique quantique, dont l'énergie elle est totalement discrète. Et puis, je vois que plus j'augmente la taille, remarquez bien, si j'ai la première, bon, on va dire ça c'est la boîte quantique, alors plus j'augmente la taille, plus je diminue la taille, plus le gap va augmenter. Le gap, ça veut dire l'électron, pour qu'il puisse sauter de la bande de valence vers la bande de conduction, il lui faut une énergie plus grande. Quand je dis énergie, à l'échelle toujours du quantique, c'est tout simplement la longueur d'onde. La longueur d'onde de quoi? De la lumière avec laquelle je vais bombarder, bien sûr, ma boîte. Et du coup, donc, vous voyez, plus le gap grandit, plus la longueur d'onde comment dirais-je, du photon qui va venir bombarder ma boîte, elle va aller vers les petites longueurs d'onde. Donc, vous avez le bleu, puis le bleu, il commence jusqu'à ce qu'on balaye tout le spectre de la lumière. Donc, voilà. Alors, et la conséquence de ceci, c'est que si j'ai des bocaux, je prends des bocaux normalement, on imagine la chose à notre échelle, mais tout ça, c'est bien sûr à l'échelle nano. Je suppose que j'ai des bocaux et je vais mettre des atomes, d'accord, ce n'est pas des atomes, mais des boîtes quantiques, des nanostructures. Je vais les mettre dans ces bocaux, par exemple, du même atome. Ils sont constitués du même atome. Alors, selon la taille, lorsque je vais donner de la lumière à ce bocal, soit qu'il va me donner une lumière rouge, soit qu'il va me donner la couleur orange, soit la couleur jaune, donc le spectre de la lumière. Et tout dépend, je répète, c'est le même atome que j'ai à l'intérieur. Mais tout dépend tout simplement de la taille de cette boîte quantique. Parce que c'est la taille qui va définir le gap. Et le gap qui va définir l'énergie qu'il faut pour pouvoir l'électron pour qu'il puisse sauter. Quand je parle de sauter, je parle de propriétés électroniques et par conséquent de propriétés optiques, ce que nous allons visualiser. Donc voilà pour les conséquences. Après, je passe maintenant à ces boîtes quantiques dont j'ai parlé. Donc les boîtes quantiques, elles ont une propriété très pertinente, c'est qu'ils sont tous des semi-conducteurs. C'est-à-dire qu'il y a toujours un gap et qu'il faut vraiment dépasser ce gap pour que l'électron puisse sauter. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, elles peuvent se trouver dans différentes formes, que ça soit cubique, sphérique. Bon, là, j'ai donné quelques formes, mais elles peuvent vraiment se trouver dans différentes formes. Alors là, je donne un petit exemple, comme vous pouvez le constater. Je commence par là, d'accord? Donc, vous voyez un ensemble d'atomes donc, vous voyez, j'ai mis supérieur à 20 nanomètres. Si les 3 dimensions, là, le X, le Y, le Z, autrement dit, largeur, longueur et hauteur, elles sont tous supérieures à 20 nanomètres, je suis bien sûr dans le nano, on est d'accord. Tout à l'heure, on a dit le nano, c'est inférieur à 100 nanomètres. Je suis dans le nano, mais je suis dans une nanoparticule. D'accord? Si je vais au-delà, c'est-à-dire si l'une des 3 dimensions est entre 1 et 20 nanomètres, eh bien là, je suis dans ce qu'on appelle les boîtes quantiques. Et là, vraiment, les 3 directions, elles sont absolument confinées. Et là, vraiment, j'ai besoin d'une physique vraiment à part. Maintenant, j'ai ajouté quand même, parce que quand je vous dis boîte quantique, vous l'imaginez comme une petite boîte.
À vrai dire, en anglais, j'ai insisté de mettre le nom en anglais, c'est pas boîte, dot, quantum dot, c'est un point quantique, parce que vraiment c'est un point, puisque les 3 dimensions sont toutes compressées. Mais ce qui m'intéresse, c'est que même lorsqu'il s'agit d'un point, et je suis à l'échelle du nano, ben ce point, il est constitué de quoi, à votre avis? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qui constitue cette boîte quantique? Des atomes, tout à fait. Donc, ce sont des atomes. Donc, ce sont les atomes qui vont constituer la boîte. Et là, je vais aller vers molécules. Donc, molécule, c'est un ensemble d'atomes. Une molécule, c'est 1 jusqu'à 3 nanomètres. Mais pour un atome, c'est à peu près un angstrom. Ça veut dire 0,1 nanomètre. Donc, pourquoi j'ai fait cet exemple? Pour vous dire que l'atome, c'est 0,1 nanomètre. Donc, le nano, ce n'est pas nouveau finalement. Parce que l'atome, lui, il existe depuis l'Antiquité, on est d'accord. Donc, depuis l'Antiquité grecque et puis les Romains, etc. Donc, l'atome, c'est quelque chose de très, 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 très ancien. Et l'atome, il a été expliqué par, bien sûr, la physique atomique. Et puis, on s'est introduit à l'intérieur et on est passé à la physique nucléaire. Alors, si l'atome existe depuis toujours, depuis des siècles et même avant notre ère, et l'atome aussi, il est bien cité aussi dans le Coran, par exemple. Mithqal ad-darra, darra, c'est l'atome, tout simplement. Alors, si l'atome existe depuis toujours, pourquoi ce nano a révolutionné les 2 dernières décennies de notre existence? Qu'est-ce que le nano a apporté de plus que la physique atomique ou nucléaire n'avait pas avant? Alors, c'est pour ça que je tiens à vous dire que les boîtes quantiques, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les boîtes quantiques existaient depuis le passé. Mais les gens ne les appelaient pas boîtes quantiques parce qu'ils ne les savaient pas. Ils ne les connaissaient pas encore, parce qu'il n'y avait pas une nanoscience pour pouvoir expliquer ces boîtes quantiques. Alors, si je prends l'exemple, c'est très connu dans la mythologie romaine. Alors, c'est Lycurgus, la coupe de Lycurgus. C'est quoi cette coupe? Eh bien, à l'époque, ils ont fabriqué des coupes à base de l'argent et de l'or. D'accord? Et puis, il s'est avéré que cette coupe, lorsqu'ils mettent de la lumière à l'intérieur, soit elle est rouge, soit elle est verte, soit elle est bleue. Alors, à l'époque, on ne comprenait pas pourquoi, mais il s'avère que eux, en écrasant, en brouillant, si vous voulez, l'or et l'argent, à l'époque, ils sont arrivés à l'échelle nano, sans le savoir. Et ils ont utilisé des nanoparticules qui ont fait ce que j'ai dit tout à l'heure, ils reflètent différentes couleurs. Alors, autre chose aussi intéressante, c'est à l'échelle des palais, des châteaux et ce que les gens utilisaient toujours dans les anciens temps, eh bien, vous voyez ces vitres, elles sont sublimes, les couleurs, elles sont magnifiques. Eh bien, à savoir que ces vitres, ce n'est pas de la peinture. Ils utilisaient tout simplement le verre avec lequel ils mixaient des nanoparticules de l'argent ou bien de l'or. Et cela reflétait les différentes couleurs. Parce que, tout simplement, comme j'ai dit, comme vous pouvez le constater ici, si je prends juste l'argent, remarquez, là j'ai mis l'argent et l'or. Alors si vous prenez l'argent, ça dépend de la taille, vous voyez. Si je suis à 5 nanomètres, déjà je suis ce qu'on appelle les nanoprismes. Toujours l'argent à 120 nanomètres, à 80 et à 40 nanomètres, vous voyez les couleurs diffèrent complètement selon la taille. Donc elles vont réfléchir des couleurs différentes. Et donc ceci dit que les boîtes quantiques étaient utilisées à l'époque, mais on ne les appelait pas encore boîtes quantiques parce qu'on ne parlait pas encore de la nano-échelle ou bien des nano-objets. Alors ceci, première des choses. Deuxième des choses, j'aimerais bien aussi partager avec vous une autre anecdote, comme quoi le nano, ce n'est pas nouveau. Alors par exemple, je vais passer au carbone. Je ne sais pas si vous connaissez le carbone. Le carbone, pour les gens qui le connaissent, c'est le tableau périodique. C'est l'élément le plus abondant sur Terre. Nous, on est constitué d'une partie de carbone également. Donc tout sur Terre est constitué de carbone. Mais la beauté du carbone, c'est qu'il existe dans la nature sous différentes formes. Alors tout d'abord, tout le monde connaît, c'est quoi? Le diamant. Alors le diamant, c'est un bijou que tout le monde aimerait bien avoir. Et bien le diamant, c'est tout simplement du carbone. Du carbone, parce que, je reviens au tableau périodique, le carbone, c'est 4 électrons de valence. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme le modèle planétaire de bord. Ça veut dire je peux considérer qu'il y a un noyau qui est la Terre. Et le carbone, il n'a pas une lune qui tourne autour, mais il a 4 électrons. Ça veut dire 4 lunes qui tournent autour de lui.
Et ces 4, ils sont capables, bon, lui, il est capable de les partager avec ses proches voisins. Donc, ce qui fait ce qu'on appelle, nous, liaison chimique ou tout simplement hybridation. Donc, le carbone, il est capable de faire différentes hybridations parce qu'il a 4 électrons. Il peut partager 1, il peut partager 2, 3 ou bien 4. Alors, pour le cas du diamant, le carbone, il partage les 4 électrons avec ses proches voisins qui sont des carbones comme lui, sous les effets, bien sûr, de la pression et de la température et plein d'effets qui existent dans la nature. Et ceci me rapporte vers ce qu'on appelle une hybridation sp3. sp3, vous voyez le milieu là-bas, c'est le carbone, et les 3 bleus, ce sont les liaisons avec les 4 proches voisins du carbone. Et ce qui fait qu'il est tellement solide que le diamant, il est difficile à casser. Donc pour le moment, on dit, après le graphène, parce qu'on va voir le graphène, c'est l'un des éléments les plus solides du monde à casser. Et puis, le carbone, c'est pas seulement le diamant, le carbone, c'est aussi le charbon, tout simplement. Le charbon qui est ce crayon amine que nous avons tous utilisé un de nos jours. Et donc, la différence entre les deux, pourquoi l'un a tellement de valeur et l'autre n'a aucune valeur, c'est parce que dans l'autre, le carbone, il constitue un plan. Et l'autre, un autre plan. Donc, vous voyez, et l'autre, un autre plan. En jargon physicien, c'est tout simplement, chaque plan, le carbone, il ne peut être lié qu'à 3. Et donc, ça s'appelle une hybridation sp2. Et donc, le 4e électron, il est passé où? Il va rester itinéraire. Il va rester libre, pouvant sauter et pouvant faire ce qu'on appelle des liaisons, mais sur le plan, pas dans l'espace. Donc voilà un petit peu sur, bien sûr, le carbone dans la nature. Et puis, cela me ramène vers le monsieur que j'avais présenté tout à l'heure, qui est Philip Wallace. Alors, ce monsieur-là, c'était en 1946. D'ailleurs, il est mort en 2006. Alors, Wallace, pourquoi je tiens tout simplement à le présenter ici? Parce que lui, il a commencé à étudier le nano bien avant que les nanotechnologies connaissent vraiment cet essor et cet avancement. Alors en 1940-45, tout le monde le sait, c'était la Deuxième Guerre mondiale et tous les pays essayaient bien sûr d'évoluer leur armement, leur industrie, etc. Lui, c'est un Canadien théoricien et on l'avait chargé comment dirais-je, un projet de pouvoir trouver un objet ou trouver un matériau et mettre un projet très sophistiqué à la base de ce matériau. Lui, il a pensé tout simplement à ce qu'on appelle le charbon ou le graphite. Pourquoi? Parce qu'il est très abondant, il existe partout. Donc il s'est dit, je vais prendre le graphite et je vais voir comment l'améliorer pour que ça devienne quelque chose vraiment de très sophistiqué. Alors, et il a établi la première des choses, que le graphite, comme je viens de vous dire, c'est tout simplement un ensemble de plans. Des plans et qui sont tous liés les uns aux autres par des forces de Van der Waals. Les forces de Van der Waals, pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont des forces faibles, c'est-à-dire c'est facile à les couper. Donc si vous voulez vraiment les imaginer de manière simple, c'est comme si j'ai un paquet, un empilement de pages, de feuilles. Voilà, dans l'autre image là, j'ai plusieurs feuilles et je peux les séparer les unes des autres sans aucun souci. Donc c'est à quoi il a pensé. Et puis il s'est dit, au lieu d'étudier le graphite, eh ben, je vais étudier un plan du graphite. Et il a fait tout un modèle qui est le modèle de liaison forte et il a étudié cette feuille de graphite. Une feuille. Et il a trouvé des résultats pertinents à l'époque. Mais vu que la guerre a terminé, on sait comment elle s'est terminée, et vu que le nucléaire ou la bombe nucléaire a vu le jour, eh ben, le projet a été laissé dans les tiroirs et on n'a plus fait appel à cette étude de Wallace pour savoir que la base, c'était tout simplement de prendre un crayon, parce que le graphite, j'ai dit, c'est le crayon amine. Alors plus, pour que vous voyez encore plus, lorsque j'écris avec le crayon, qu'est-ce qui se passe? Ce sont ces couches qui sont en train de s'étirer sur la feuille pour me donner quelque chose de comme ça. Si je zoome, voilà ce qui est, d'accord? Et pourtant, lorsque vous voyez, vous allez voir des lettres que vous avez écrites, ou bien le dessin que vous avez dessiné. Alors pourquoi j'introduis le graphite et Wallace? Parce que là encore, je retourne vers... Remarquez, Wallace, c'est 1946 qu'il a effectué son modèle, d'accord? Mais si je retourne aux différentes formes de carbone, donc on vient de voir qu'il s'agit du diamant et du graphite. Le graphite, lui, il a été découvert en 1500, mais il n'a été utilisé dans les crayons amines qu'en 1700, 200 ans plus tard. Et puis,
Il y a les nanotubes de carbone que j'ai parlé tout à l'heure. Ce sont des objets, je répète, unidimensionnels, parce qu'une dimension seulement qui n'est pas nano. Les deux autres, ils le sont. Alors, ces nanotubes de carbone, ils ont été synthétisés par Lijima en les années 90. D'accord? Et puis, ce qui est encore plus bizarre, c'est que les fullerenes, qui sont ces nanoboîtes quantiques, si vous voulez, alors qu'on appelle les balles de fullerène, et bien là, c'est Kroto qui les a synthétisées dans les années 80 et il a eu un prix Nobel à ce contexte-là dans les années 90. Voilà. Donc, il ne vous manque rien sur cette page, par exemple? Puisque nous avons parlé des nano-objets, donc on voit qu'il y a les 0 dimensions, il y a les 1 dimension, mais qu'est-ce qui manque? Les 2 dimensions. Alors, les 2 dimensions, remarquez, 90, 80 et les 2 dimensions n'ont toujours pas vu le jour. Donc, nous avons toujours un souci avec 2 dimensions. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, nous savions que pour avoir une monofeuille à 2 dimensions qui soit stable, il est impossible qu'elle soit isolée. Soit elle doit être dépassée sur un substrat, soit elle doit être complètement bâclée. Ça, c'est de la physique, si vous voulez. Et du coup, personne ne s'est intéressé à isoler une monofeuille, quelque chose à 2 dimensions, c'est-à-dire une chose qui ressemble à un plan. Jusqu'à 2004. 2004, il y a eu Chaim et Novoselov qui ont pu avoir la monofeuille de graphène. Donc, ceci me ramène vers comment ils ont fabriqué ce graphène. Et c'est là l'anecdote. Alors, si on voit le prix Nobel 2010 et on regarde comment il a été obtenu, eh bien, ces 2 messieurs, ils se sont penchés sur le travail de Wallace. Wallace, il a dit, je peux avoir une feuille. Et juste pour les gens qui font plus de la physique, eh bien, cette feuille, on l'a appelée ayant à avoir des propriétés exotiques parce qu'elle a un comportement semi-métal. C'est-à-dire, le gap dont je parlais tout à l'heure, la bande de conduction et la bande de valence, il y a un cône de Dirac et donc il y a de la relativité mélangée pour ces petites, ce qu'on appelle les quasi-particules. Alors eux, ils se sont dit, pourquoi ne pas isoler une feuille de graphène? Et ceci dit, donc, ils ont fait la simple petite chose. Ils ont pris un crayon, ils ont tracé sur une feuille, d'accord, et ils ont pris un ruban adhésif. Et puis, ils ont mis un peu de crayon, bon, on va l'appeler par son nom, le graphite, dans ce ruban adhésif, et ils ont commencé à le coller et à le décoller. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à obtenir quelque chose qu'ils ont remarqué par le microscope optique. Ils ont vu qu'il y a toujours du graphite épais, mais il y a des parties qui sont moins épaisses. Et ces parties-là, par la suite, en utilisant des microscopes plus sophistiqués, ils ont réalisé qu'il y a des parties où il y a une monocouche, des bicouches et des multilayers du graphène. Donc ça veut dire, juste avec cette méthode simple que tout le monde peut faire, on peut déjà commencer à extraire la monofeuille du graphène. Mais ce qui est intéressant, c'est que la découverte du graphène n'était pas vraiment en 2004. Les gens essayaient bien avant, vers les années 1970. Ils ont utilisé, puisque tout le monde maintenant est conscient, le graphite, je vais le voir comme des feuilles qui sont empilées les unes sur les autres. Alors ils ont essayé ce qu'on appelle la méthode intercalation, faire entrer des atomes ou des molécules à l'intérieur de ces couches de graphite, ou de carbone si on veut dire, pour pouvoir les intercaler les unes des autres. Ou bien la deuxième méthode qui est tout simplement la méthode de croissance de couches de carbone. Et puis, bon, ceci a donné naissance à des choses, mais ce n'était pas le graphène, c'était plusieurs couches de graphène. Donc, 1990, la première fois que la monocouche de graphène a été vraiment fabriquée. Mais malheureusement, elle n'a pas été étudiée pour voir est-ce qu'elle correspond à ce que Wallace avait prévu en 1946 théoriquement. Et donc, il fallait attendre jusqu'à 2001. 2001, il y a Walter de Heer des États-Unis qui a lancé un programme de recherche isoler une monofeuille de graphène. Alors en 2004, il a pu isoler, mais ce n'est pas une monofeuille, mais 3 feuilles de graphène. Mais lui n'est pas allé par l'isolation comme l'a fait Chaim et Novoselov. Lui, ce qu'il a utilisé plutôt, c'était ce qu'on appelle le graphène épitaxié que je vais montrer tout de suite. Après, le même temps, la même année, en 2004, il y a la monocouche du graphène qui a été bien sûr synthétisée, bon plutôt
exfolier parce que ça s'appelle exfoliation. Exfoliation, c'est comme si ce qu'on dit nous dans le bain, en quelque sorte. C'est ça l'exfoliation parce que à force de coller et décoller, on finit par exfolier, d'accord? Donc eux, ils ont fini par dire, nous on a trouvé la monocouche et ils ont eu leur prix Nobel en 2010. Lui, avec son équipe, ils ont fini par avoir la monocouche, mais quelques mois plus tard, en 2005, et celle-ci leur a valu tout simplement la médaille MRS, qui est l'équivalent du prix Nobel pour la même année 2010. Alors eux, ce qu'ils ont fait, par contre, c'est qu'ils ont pris de silicate de carbure, un substrat de silicate de carbure, ils l'ont mis dans un four, bien sûr, expérimental, sous vide, avec une température de 1300. Qu'est-ce qui se passe? Les silicones, les atomes de silicium, ils vont s'évaporer et ils vont laisser les atomes de carbone. Et les atomes de carbone, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se placer là où ils seront la structure la plus stable, ce qui a donné naissance au trilayer, ou bien les 3 couches, et puis la monocouche par la suite, quelques mois plus tard. Donc vous voyez que finalement, les nano-objets, ce n'est pas quelque chose de récent, ça a toujours existé. Donc les gens essayaient de les trouver, parfois on les appelait par leur nom, parfois non. Mais ils étaient là, et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant, la question, qu'est-ce qui est nouveau, à votre avis? Pourquoi le nano a pris toute cette ampleur depuis 2004 à maintenant? Est-ce que quelqu'un le sait? Parce qu'avant, comme j'ai dit, oui? Non? Alors, parce qu'avant, comme j'ai dit, les nanos, ça existait tout le temps. Mais la nouveauté avec les nanos, c'est le terme nanotechnologie. Ce qui s'est passé dernièrement, c'est que 2 caractéristiques principales. 1, la visualisation. Avant, on ne pouvait pas visualiser l'échelle nano. Parce qu'à l'œil nu, ou même avec la loupe, je ne sais pas si vous connaissez la loupe à votre génération, bon, avec la loupe, on peut arriver jusqu'à 0,2 mm, agrandir jusqu'à 0,2 mm. Alors, pour voir entre 0,2 mm et 0,2 micromètres, il faut aller vers le microscope optique. D'accord? Et c'est ce que les laboratoires utilisent, des laboratoires biologiques, comme j'ai dit au début, lorsqu'on leur en donne, bien sûr, ils nous font des transfusions, bon, ils prennent un peu d'échantillons sanguins, et bien, ils utilisent le microscope optique pour voir qu'est-ce qui se passe, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le sang, c'est à l'échelle du micro. Mais il y a quelque chose qui est venu après. C'est l'énergie de pointe, c'est le microscope électronique. Et le microscope électronique, entre 0,2 et 0,2 micromètres et nanomètres, eh ben, on voit qu'on peut voir l'échelle du nano. Et c'est lui qui a permis de dire, cet objet est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une monocouche, non c'est une bicouche, non c'est une tricouche, et ainsi de suite. Donc c'est la visualisation, ou bien c'est tout simplement le développement des microscopes qui permettent de voir l'échelle nanométrique. Alors quand je dis microscope, juste pour avoir une petite idée, alors là je donne 2 types, le microscope optique et le microscope électronique. Donc vous voyez le premier, il peut arriver jusqu'à 1500 fois, d'accord? Il peut agrandir l'image jusqu'à 1500 fois. Mais pour le second, je peux encore m'introduire à l'intérieur et je vais voir une image à 150 000 fois plus grande. Et même plus, ça dépend des microscopes. Et pour les microscopes, il y en a plusieurs. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a le microscope électronique à effet tunnel, le microscope électronique à balayage et l'Atomic Force Microscope. Et il y en a même d'autres, mais ce sont les plus utilisés maintenant pour visualiser l'échelle du nano. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour, toujours bien sûr, pour les nanos, pourquoi ils se sont révolutionnés? Parce que si vous prenez le scotch et vous dites « Ah, j'ai fini par isoler une couche de graphène, tant mieux. » Mais est-ce que vous pouvez le commercialiser? Bien sûr que non. Donc ce qu'il faut tout simplement, c'est les procédés de fabrication. Et ça aussi, ça a connu un développement énorme durant les dernières 2 décennies. Alors maintenant, pour pouvoir fabriquer quelque chose à l'échelle du nano, eh ben, on passe soit 2 méthodes qui existent, soit la méthode ascendante, ce qu'on appelle bottom-up, d'accord? Ça veut dire on commence tout simplement, comme je l'ai décrit ici, par les petites particules, les atomes, les molécules, les agrégats, et on les assemble jusqu'à avoir notre nano-objet. Soit on fait appel à la méthode descendante, c'est-à-dire le top-down, c'est le contraire. Ça veut dire je prends un grand objet, je le façonne à ce qu'il devienne un nano-objet.
Donc voilà les deux choses qui ont fait ce grand développement et cette grande évolution à l'échelle du nano. Et du coup, voilà, ça, ce sont les nanotechnologies. Alors maintenant, je passe à la deuxième partie, qui sera plus courte, et ce sont les énergies. Quand je dis énergie, tout le monde ici en connaît au moins 2 ou 3. Alors les types des énergies qui existent, eh bien, il y en a plusieurs. Et d'ailleurs, tout dépend de la classification, comment on veut classer ces énergies. Soit on les classe par leur source, soit par le type d'énergie produite, soit on les classe par la façon avec laquelle on les utilise. Alors par exemple ici, j'ai choisi le type, comment on va les utiliser et la source. Alors vous avez le solaire, vous avez l'hydraulique qui vient de nos barrages, vous avez l'uranium, ça veut dire l'énergie tout simplement. L'uranium, c'est quelle énergie? Nucléaire. Vous avez le pétrole, le charbon et voilà, le pétrole, le charbon et le gaz. Et puis vous avez également le géothermie et la biomasse. Bon, le Maroc utilise énormément le charbon et l'eau, mais ça n'empêche pas que dernièrement, nous avons bien sûr cette grande station de panneaux solaires qui existe à Ouarzazate. Il y a la première tranche Nour 1, Nour 2, Nour 3. Et puis, il y a aussi de grands parcs maintenant éoliens partout dans le Maroc, tels que par exemple celui qui existe entre Tanger et Tétouan, qui est Koudia El Beida. Donc, pour utiliser le vent afin de produire bien sûr de l'électricité. Alors, le problème de toutes ces énergies, c'est que, comme j'ai dit, ça dépend de la source. Donc, on peut tout simplement différencier deux types. Les énergies, bon, il y en a qui disent renouvelables et les énergies non renouvelables. Mais on peut aller plus loin que renouvelables parce qu'on peut aller vers les énergies propres et les énergies non propres. Alors, propre, c'est tout simplement pour dire que ce sont des énergies qui vont conserver notre environnement, qui ne vont pas énormément polluer l'environnement dans lequel nous vivons. Alors ces énergies propres, elles sont tout d'abord inépuisables, elles sont durables dans le temps, elles sont respectueuses de l'environnement et elles vont réduire les émissions de gaz à effet de serre, elles vont créer des emplois locaux et contribuer à la sécurité énergétique du pays. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'elles réduisent la dépendance à l'exportation des énergies fossiles, duquel plusieurs pays en souffrent. Donc ça, c'est un petit peu les avantages. Maintenant, comment les nanotechnologies vont aider ces énergies vertes à être plus évoluées. Donc les nanotechnologies, elles ont vraiment des capacités, comme j'ai dit, lorsqu'on est à l'échelle du nano, eh ben, nous allons augmenter plein de propriétés de ces nanoobjets. On ne parle plus des objets à l'échelle du macro, mais ce sont des propriétés, comme j'ai dit, le confinement quantique qui va développer des propriétés électroniques, des propriétés optiques, magnétiques, etc. Donc, dans ce cadre-là, comme vous pouvez le constater, j'ai mis 3 paramètres pour moi qui sont les plus importants. Il y a tout d'abord la conception innovante. Ça veut dire, avec ces objets nano, on va innover la structuration. Et plus que innover, on va même essayer de miniaturiser. Ça aussi, c'est très important. Il y a aussi l'amélioration des performances. Comme j'ai dit, lorsqu'on modifie les propriétés physiques ou même chimiques d'un nanomatériau et je l'implémente dans un objet, eh ben, je vais finir tout simplement par améliorer ses performances. Et puis, la toute dernière, c'est l'accessibilité accrue. Ben, vous savez, moi, je pense qu'avec cet avènement de nanotechnologie, je suis sûre que maintenant, vous tous, vous avez un PC portable. Sinon, vous avez un téléphone. Alors, à savoir que dans les années 80, ce n'était pas accédé à tout le monde. Ce n'était pas possible que tout le monde ait un téléphone portable. Mais, vu que le fait que ces nanotechnologies ont vu un développement énorme et vu qu'on a pu maintenant, comment dirais-je, jouer sur le coût, donc on a diminué le coût, et du coup, on a augmenté la productivité et donc on a donné plus d'accessibilité à toutes les personnes à avoir accès à ces nouvelles technologies. Et puis, bien sûr, il y a également la transition écologique dont les nanotechnologies vont bien sûr servir et contribuer. Alors, pour finir, je vais donner juste quelques exemples pour mieux voir. Donc, les panneaux solaires, par exemple, grâce au fait, donc nous avons les panneaux solaires qui sont déjà, tout le monde les connaît, mais le problème avec les panneaux solaires, c'est que ça peut vous paraître bizarre, lorsque la lumière vient frapper le panneau, d'accord,
eh ben, on ne va pas utiliser toute la lumière en électricité. Il y a des pertes énormes. Et jusqu'à quelques années, on avait un rendement, c'est-à-dire ce qu'on pouvait utiliser, c'était seulement de l'ordre de 14%, 17% de ce qui vient. Alors avec les nanos maintenant, durant les dernières années, on commence à parler d'une performance de 25% jusqu'à, dernièrement, juste quelques mois, on parle de 32%. Donc ça veut dire que la performance a énormément augmenté parce qu'on a commencé à utiliser ces nano-objets. Donc ça, par exemple, c'est d'une part. D'une autre part, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le coût réduit. Parce que le fait d'utiliser des nanostructures, eh ben, ça va rendre tout simplement les matériaux, ils seront moins coûteux. Donc il y aura aussi des performances qui seront très élevées. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va miser sur la production, plus de production et donc plus d'accessibilité. Et donc tout ça va finir par réduire, bien sûr, les coûts des matériaux. Et puis, bien sûr, l'intégration esthétique. Vous vous rendez compte qu'il y a quelques années, parler d'un panneau solaire, peut-être pour mettre un panneau, c'était toute cette salle. Maintenant, les panneaux solaires avec les nanos, ça commence à se miniaturiser. Je ne sais pas, peut-être un jour, vous allez trouver un petit panneau que vous allez mettre quelque part, vous n'allez même pas le voir et qui va pouvoir alimenter. Bon, j'exagère peut-être, mais qui sait, hein, qui va pouvoir alimenter toute la maison avec tout ce que vous voulez, c'est-à-dire tout ce qui est domestique, tous les instruments électriques, etc. Et aussi le chauffage, bien sûr, de l'eau. Donc ça, c'est pour les panneaux solaires. Mais aussi, les nanos, on les trouve aussi dans les éoliennes. Et là, je vais dire juste brièvement. Alors, par exemple, les pales des éoliennes, elles sont énormes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des éoliennes, mais elles sont vraiment énormes. Et ces pales-là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les nanos, on a essayé d'utiliser. Bon, quand je dis nano, déjà une autre chose que je n'ai pas dit, c'est l'échelle, mais aussi c'est le poids. Donc, on a trouvé des choses qui sont avec un poids plus light, comme on dit, plus léger. Et du coup, les pales vont devenir plus légères, mais ce qui est intéressant, ce que j'ai dit tout à l'heure, les propriétés élastiques, elles sont toujours aussi efficaces. Donc, ça veut dire il est léger, mais il est flexible et il est rigide. Donc, on a les trois propriétés qui peuvent toutes les trois s'intégrer dans ces pales-là des éoliennes. Bon, ça c'est parmi les choses. Il y a aussi l'optimisation et il y a aussi chercher, bien sûr, implémenter les nanos dans tout ce qui est smart maintenant, ce qu'on appelle, vous entendez beaucoup le smart city, smart wind energy. Donc le nano est partout dans tous ces différents champs. Maintenant, je passe également aux batteries. Alors les batteries avec le nano, elles sont plus durables. Ça veut dire on peut avoir un stockage meilleur. Et aussi, lorsque vous avez le problème, le grand souci avec les batteries, c'est lorsqu'elles se chargent, elles vont se décharger. Donc avec le nano, on commence maintenant à manipuler cette charge-décharge, ce qu'on appelle le cycle de charge qui va devenir plus prolongé. Et aussi, une autre propriété très importante des nano-objets, c'est qu'elles ont une stabilité thermique. Et donc, quand je dis stabilité thermique, vous avez tout ce que, lorsque on entend souvent, son chargeur, il a pris feu, etc. Donc avec les nanos, on va vraiment stabiliser thermiquement et donc on aura plus de sécurité qui sera renforcée au niveau des batteries et des chargeurs. Alors juste ici, juste pour vous montrer comment commencer avec des batteries de LiCO2 en 1980 et dernièrement, si vous vous rappelez, quand on ouvrait les PC portables ou qu'on ouvrait les téléphones, on trouvait des batteries Li-ion batteries. Alors, ce sont des batteries où il y a des matériaux nanométriques à l'intérieur. Maintenant, malheureusement, vous n'ouvrez plus portable. Je ne sais pas pour les nouveaux portables, les nouveaux PC, on ne peut plus voir les batteries. Ben, ils sont devenus complètement parce qu'on n'a plus ce problème, ce souci de les charger grâce tout simplement à ces nano-objets. Et on peut aussi le trouver dans les catalyseurs, dans les captages du carbone, pour le stockage de CO2, dans la purification. Donc finalement, le nano, vraiment, il joue un rôle important maintenant pour tout ce qui est les énergies vertes. Et pour clôturer, je tiens juste à vous dire que le nano, maintenant, il est partout, qu'on le veuille ou pas, même si vous ne le voyez pas. Dans les verres de vos lunettes, il y a du nano. Dans le dentifrice, il y a du nano. Dans les boîtes du packaging, il y a du nano. Dans les bouteilles d'eau, il y a du nano. Donc le nano, il est partout. Dans le textile, il y a du nano. Dans les chaussettes, tout le nano, il est maintenant vraiment partout, qu'on le veuille ou pas. Après, bien sûr, c'est une grande révolution, comme j'ai dit.
Et bien sûr, je pense que l'ère du nano, elle est là. Qui sait qu'est-ce qui va suivre par la suite? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il nous facilite énormément la vie et il nous donne accessibilité à plusieurs choses de haute technologie. Voilà, et merci beaucoup. Je tiens à remercier professeur Drissi pour cette présentation si riche et si pointueuse sur les nanotechnologies et leurs relations avec les énergies vertes qui sont d'actualité, qui sont les nouvelles énergies. Je m'adresse à l'audience. Si vous avez une question à adresser au professeur Drissi autour de cette présentation, vous êtes les bienvenus. Alors tout d'abord, félicitations pour votre présentation bien claire, très pertinente. J'ai deux questions. La première, c'est par rapport aux axes de recherche que vous faites sur la bio, sur la nanotechnologie, ça d'un côté. De l'autre côté, par rapport au microscope électronique, est-ce que c'est quelque chose qui est intégré dans votre axe de recherche? Est-ce qu'il est disponible ici au Maroc? Et voilà, merci. Alors, merci beaucoup pour les deux questions. Donc, tout d'abord, je commence par la première. Vous avez parlé du nano dans la médecine, si vous voulez. Parce bon, il y a des gens qui... Bon, la biologie de manière générale. Donc, d'ailleurs, il y avait Hala. Hala, tu es où? Voilà, qui a eu sa thèse sur ça. Donc, on a effectué les boîtes quantiques pour tout ce qui est la détection pour le cancer. C'est-à-dire, on peut, à travers des boîtes quantiques, détecter les cellules cancérigènes, parce que on les utilise comme des sensors, des détecteurs, des capteurs, voilà. Et du coup, donc, ça existe aussi pour le bioimaging. Ça existe également. Hala, tu peux me rappeler, ça existe encore en quoi pour la médecine? Oui. Voilà, ça peut livrer un médicament. C'est-à-dire, on prend la boîte quantique et au lieu de mettre le médicament directement, on le met sur la boîte quantique. Elle va être comme la voiture qui va mener ce médicament et elle va aller vers là où il faut vraiment le mettre. C'est-à-dire, si c'est une cellule cancérigène, par exemple, elle va aller vers la cellule pour lui procurer le médicament et puis elle va se dissoudre. Pardon? Voilà. Mais elle va livrer le médicament à... Voilà. Alors maintenant, pour la deuxième question qui concerne les spectroscopes électroniques. Bon, alors ce que je n'ai pas dit peut-être, bon, ça existe dans différentes institutions marocaines, même, oui, électroniques. Mais le problème, c'est que c'est quelque chose de pointe. Ça demande beaucoup d'entretien. Et donc, c'est toujours réservé aux gens qui ont des projets communs avec ces institutions. Donc, mais je sais très bien qu'au niveau du Maroc, oui, nous avons le ABEL-EAGE et nous avons l'ultra-effet tunnel au niveau du Maroc. Il y en a aussi l'université Euromède de Fès, il y en a aussi à l'université Mohamed VI. Bon, il y en a. Voilà, dans le cadre de collaboration. Notre personne a une question à adresser au professeur Drissi. Alors, merci madame pour cette parfaite présentation. Ça fait toujours plaisir d'apprendre de vous de nouvelles choses. Alors, j'ai juste une curiosité à propos de la performance des panneaux photovoltaïques. Alors, vous avez déjà mentionné que la performance a déjà atteint les 32% pour les panneaux photovoltaïques. Je veux juste savoir si ces panneaux photovoltaïques utilisent déjà les boîtes quantiques en tant que composante active ou bien d'autres matériaux, d'autres nanomatériaux. Les 30% ou bien les 25%, les deux. Car ce que je sais, en utilisant les boîtes quantiques, ce que je sais moi, je n'ai pas autant d'informations, en utilisant les boîtes quantiques en tant que composante dans les panneaux solaires, jusqu'à maintenant, ils ont atteint les 20% peut-être, je ne sais pas.
Mais ça dépend, là, tu sais ça mieux que moi. Ça dépend des boîtes quantiques que tu utilises, ça dépend des constituants des boîtes quantiques et ça dépend également de la taille des boîtes quantiques. Bon, c'est vrai, jusqu'à maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont arrivés à 24%. Mais dernièrement, j'ai lu, et peut-être Shaima est aussi bien placée pour le dire, donc il y a les kestérites et les perovskites qui ont vraiment atteint maintenant, je pense, 32% de performance concernant les panneaux solaires. Et pour les boîtes quantiques, d'ailleurs, ce qu'on appelle la 3e génération des boîtes quantiques, eh ben, ça commence. Bon, pour le moment, c'est encore théorique, mais là, ce que je dis, moi, les 32%, c'est expérimental. Mais pour la théorie, ben, je pense qu'ils ont bien dépassé les 32. Maintenant, il reste à le prouver expérimentalement. Est-ce que c'est vrai pour les 3e génération des boîtes quantiques? Est-ce que c'est vraiment, ça va dépasser les 40% apparemment? S'il n'y a pas davantage de questions, je tiens à remercier professeur Dressi et à remercier l'audience, chers professeurs et chers étudiants. Merci beaucoup pour votre attention.